Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 370e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 370e édition, nous avons retenu pour thème l'immobilier en Haïti, quels enjeux? Pour avoir cette émission, nous avons à la fois le plaisir et le privilège de partager ce plateau avec un professionnel, un homme de l'art. Un professionnel qui se rend souvent disponible pour éclairer le grand public dans le domaine de sa compétence. Je dirais un des membres du corps des consultants nationaux bénévoles. Et je veux citer le notaire, Maître Leslie Alphonse. Maître Alphonse, bienvenue chez vous. Merci, Maître Payan pour cette pompeuse introduction. Je me demandais dans mon coin, mais de qui parle-t-il? C'est un plaisir de participer à cette 370e édition du magazine de l'Ordre des comptables agréés d'Haïti. Et je salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Télé Guinée et tous les internautes qui vont nous faire l'honneur de regarder, d'assister au déroulement de cette émission. Merci. On prend une pause, on vous revient. Comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre reçoit des inscriptions à son local au numéro 17 de Ariel Bossan. Donc ceux qui voudraient intégrer la corporation peuvent passer en son local, encore une fois, de 9h à 5h PM au numéro 17 de Ariel Bossan. L'Ordre organise également, à la fin de chaque mois, une conférence sous le label Jeudi mensuel. Donc, nous invitons encore une fois les professionnels, les membres de l'Ordre, les chercheurs, les étudiants, à se renseigner de façon à prendre part à cet événement mensuel de l'OCPA. À chaque émission, nous faisons le devoir d'apporter une réponse à une question. Aujourd'hui particulièrement, nous mettons l'emphase sur les dons. Lorsqu'on fait des dons à des associations à but non lucratif, à des fondations, à des partis politiques, le montant qui est donné, qui est octroyé, est déductible d'impôt. Pour les particuliers,
les dons peuvent aller jusqu'à 20% du revenu imposable. Et pour les entreprises, les dons exempts d'impôts peuvent représenter 10% de leurs bénéfices imposables. Donc voici en principe ce que prévoit la législation. Le thème de l'émission du jour, l'immobilier en Haïti, quels enjeux? Dès qu'on parle d'immobilier, eh bien, on parle d'un domaine qui intéresse tout le monde, que l'on soit propriétaire ou pas. Et il y a un personnage central qui apparaît, le notaire, en plus des parties. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons demander à M. Alphonse de se présenter au grand public. Bon, Maître Alphonse est un notaire à la résidence de Pétionville depuis janvier 2000. En fait, j'ai prêté serment le 26 décembre 1999 et j'ai ouvert mon étude en janvier en remplacement de mon père, Valentin Ménéas Alphonse, qui a été notaire de 71 à son décès en 99. Et je suis licencié en droit tout naturellement, comme c'est prévu. Et puis j'ai été clerc de mon père pendant 23 ans, avant d'accéder moi-même personnellement à la fonction. C'est une longue expérience, hein? C'est une longue expérience, je dirais. Mais bon, vous savez, c'est une profession où on n'a jamais fini d'apprendre, comme dans toutes les disciplines d'ailleurs, parce que la connaissance est infinie. Très bien. Alors, M. Alphonse, la question qui nous intéresse plus particulièrement, comment on devient notaire? On devient notaire d'abord en remplacement théoriquement d'un notaire, d'un prédécesseur. Il faut être licencié en droit pour pouvoir justifier d'un stage en l'étude de notaire, puisque nous n'avons pas encore d'école de notariat en Haïti, avoir subi avec succès les examens d'aptitude professionnelle et avoir été commissionné par le président de la République. Donc, ces conditions-là, je dirais, ce sont des qualités acquises, oui, mais les qualités innées, c'est-à-dire les valeurs morales, puisque notaire, c'est une référence quand même. Et c'est excellent que vous posiez cette question, c'est une très bonne chose parce que les gens ne s'imaginent pas toujours la vraie dimension du notariat. Je dirais que c'est le résultat d'abord d'un dressage. On est dressé pour être notaire. Parce que le notaire est un tiers de bonne foi, si on peut l'appeler ainsi, qui, en même temps qu'il exerce une profession libérale, il est dépositaire d'une partie de l'autorité publique. Parce que les actes auxquels il prête son service ont la force de la chose authentique. D'accord? Ont l'authenticité attachée aux actes publics. Le notaire est un magistrat de la juridiction amiable. C'est un magistrat, il pratique une justice préventive. En ce sens que le notaire qui fait son travail vise à ce qu'il n'y ait pas, que ce travail ne donne jamais lieu à un conflit. Très bien. En d'autres termes, il n'est pas le notaire de l'une des parties. En fait, il est le notaire de la transaction. C'est comme un juge. C'est comme un juge, mais c'est un juge préventif. Préventif. Il est tenu du devoir de conseil, en ce sens qu'il éclaire la lanterne des comparants, des parties, sur les conséquences et la portée des actes qu'il s'apprête à poser, des engagements qu'il s'apprête à prendre, et il a pour devoir de leur faire comprendre l'étendue des risques. Ce n'est pas une profession sympathique, parce que le notaire n'est pas là pour dire aux clients, aux visiteurs, aux comparants, ce qu'il souhaite entendre. Le notaire est là pour expliquer aux comparants dans quoi il s'engage exactement, quels sont les dangers auxquels il s'expose et quels sont aussi les bénéfices qu'il va tirer de ça. Très bien. Alors là, j'ai retenu de votre intervention un mot, à dire il va au-devant des conflits. Mais en dehors
de son implication dans les transactions immobilières, quelles sont les autres missions du notaire? Le rôle du notaire est d'abord, c'est le devoir de conseil. OK? En ce sens que il est compétent pour toutes sortes de transactions, toutes sortes d'obligations que veulent prendre les particuliers, et il a pour devoir d'abord de les conseiller. Et c'est un point extrêmement important dans la fonction notariale, le conseil. Très bien. Il doit s'assurer de la légalité des dispositions qui sont en passe d'être prises. Il doit aussi s'assurer que le contrat n'est pas léonin, en ce sens qu'il n'y a pas une des parties qui se taille la part du lion, au détriment de l'autre. Il apporte cet élément d'authenticité à la transaction, parce que quand vous signez en présence du notaire, que vous fassiez une croix ou bien que vous fassiez un dessin qui ne représente pas vraiment la signature, votre signature usuelle, mais si vous l'exécutez en présence du notaire, c'est fini, c'est vous qui avez signé. Parce que le notaire est cru jusqu'à inscription de faux. Donc, il conseille sur les transactions, il conseille sur les dispositions que l'on veut prendre au niveau des familles quant au patrimoine familial. Et c'est l'occasion de partager avec le public et avec vous cette phrase que j'ai lue, je ne me souviens plus de qui. De même que l'âme, le prêtre est le médecin de l'âme, le docteur est le médecin du corps, le notaire est le médecin du patrimoine. Très bien. Alors, médecin du patrimoine, M. Alphonse, on parle de l'immobilier. Comment on peut devenir propriétaire? Bon, en matière d'immobilier, on peut devenir propriétaire de différentes manières. On peut devenir propriétaire par dévolution successorale, en recevant un bien en héritage. On peut devenir propriétaire par le biais des libéralités, soit testamentaires, soit entre vifs. Et on peut aussi être propriétaire par l'effet des transactions. Très bien. Okay? Vocation et dévolution successorale, le bien qui revient au fils ou à la fille par héritage. Libéralité par testament ou par donation. Donc on reçoit un legs ou un don ou une donation. Par l'effet des transactions, on achète ou on échange par l'acquisition ou par l'échange, par toutes sortes de transactions. Est-ce que vous pouvez faire pratiquement un petit rappel sur la dévolution successorale particulièrement? Comment, entre les intéressés, on peut devenir pratiquement propriétaire? Bon, la législation haïtienne prévoit la dévolution successorale, je dirais, forcée. En ce sens que les héritiers, les descendants du découyous, le découyous, c'est celui qui meurt. C'est ça. Les descendants du découyous sont des héritiers réservataires. Ils ont une part obligatoire de la succession, ce qui nous permet de parler de la quotité disponible. Cette quotité disponible, elle est cette partie dont le testateur peut disposer, ou même encore celui qui fait les libéralités, dont chacun peut disposer à sa guise par des libéralités, soit de son vivant ou par disposition testamentaire, en faveur de tiers qui ne sont pas, eux, des héritiers réservataires. Ceci dit, ça obéit à des règles, il y a un ratio. Si vous avez un enfant, votre quotité disponible est de la moitié de votre patrimoine. Si vous en avez 2, il est du tiers. Et à partir de 3 enfants, il est du quart. Donc ça, c'est la dévolution successorale. On peut hériter, quand on est héritier descendant en ligne directe. On peut aussi hériter quand on est un héritier collatéral. C'est-à-dire que si la personne en question n'a pas de descendant, sa succession va à la fois en collatéral, au niveau de ses frères, sœurs, cousins, cousines, et ça va aussi dans la ligne ascendante.
ses parents peuvent bénéficier de sa succession. Très bien. Donc là, je dirais, ce mode de transmission, je dirais, est le moins risqué ou pas? Bon, il faudrait En bien termes de définir conflit. le... Bon, effectivement, c'est le moins risqué, encore que on a assisté à des conflits entre héritiers très, très musclés. Vous voyez, partout où il y a des hommes, partout où il y a des intérêts humains, il y aura toujours le potentiel de conflit. Mais alors, quand on parle de la révolution successorale, ensuite on parle de la donation. La donation, on peut donner à quel prix? On peut distinguer à donner à sa guise. Non, on ne peut pas donner à sa guise, justement. Enfin bon, on peut donner à sa guise, mais il y a un retour du balancier. Comme je viens de le dire, on est quelqu'un qui a des enfants, a des héritiers réservataires. Selon le nombre d'enfants qu'il a, il a une fraction de ses biens dont il peut disposer à sa guise, en faveur de tiers qui n'ont pas de relation juridique, enfin de relation familiale, de relation de succession avec lui. OK? Et quand il dépasse le cadre de cette quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent faire jouer justement leur droit de réserve et ramener les choses à leur dimension légale. Donc, il y a un minimum de risque quand même à vouloir donner, entre guillemets, à sa guise. Très bien. Alors, en dehors du notaire, on parle de cette transaction-là, il y a des notaires, les gens sont intéressés. Quel est le rôle aussi de l'État dans cette matière? En matière de transmission. De transmission de droits immobiliers. Bon, l'État intervient au niveau de la fiscalité parce que tous ces actes générateurs et enfin qui font circuler des richesses sont générateurs de taxes. C'est ça. Donc l'État intervient au niveau fiscal pour percevoir son dû. L'État intervient aussi au niveau de la conservation, au niveau de la publication de ces actes. Parce que lorsque Paul cède ses droits à Jacques, et que Jacques devient maintenant le nouveau propriétaire, il faut que la société, si je puis m'exprimer ainsi, soit au courant. Et cette société, cette information à la société va se faire dans ce qu'on appelle la publicité foncière. Donc cette publicité a lieu par, d'une part, l'enregistrement de l'acte et d'autre part par sa transcription dans le registre foncier. Alors j'ai une question là. Est-ce qu'on peut, entre les parties, décider d'avoir une transaction sous seing privé? Oui, la transaction sous seing privé est autorisée, mais elle doit quand même être soumise à la publicité foncière pour être opposable au tiers. Évidemment, la question de sécurité se pose, la question d'authenticité se pose, mais c'est possible. C'est possible. Alors, maintenant, responsabilité du notaire dans une transaction immobilière ou dans une cession, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, quelle est sa responsabilité professionnelle? OK. Le notaire est tenu, de par la législation sur le notariat, le notaire est tenu de s'assurer que les conditions de fait et les conditions de droit sont réunies avant de passer un acte. En d'autres termes, si nous revenons à nos deux personnages, Paul et Jacques, Paul veut vendre à Jacques, Paul doit donner au notaire les garanties suffisantes, les titres qui permettent à ce notaire d'établir sa conviction que Paul est bien celui qui a le droit de disposer du bien. Très bien, la qualité. La qualité. D'accord? Donc, les conditions de droit doivent être réunies. Les conditions de fait aussi. Paul est bien propriétaire d'un terrain d'après ses titres, mais est-ce que le terrain est disponible? Est-ce que le terrain est toujours dans son intégralité, dans son intégrité, eu égard à ce qui est dit dans le titre? Est-ce qu'il est en possession de ce terrain? Ça, ce sont les conditions de fait que le notaire doit aussi s'assurer qu'elles sont réunies. Mais alors, est-ce que le notaire a recours à des moyens consistants, notamment visite des lieux, etc. Comment ça se fait? Non.
le notaire ne va pas visiter les lieux, il n'est pas tenu de le faire. Et il y a un autre personnage qui a cette mission, c'est la mission de, c'est l'arpenteur. L'arpenteur est un officier ministériel assermenté au même titre que le notaire. Seulement, lui, son travail est de s'assurer de vérifier l'intégrité physique du bien, d'établir que le bien qui va faire l'objet de la transaction est bien celui mentionné dans le titre et que les caractéristiques physiques de ce bien sont effectivement celles mentionnées dans le titre. Donc c'est comme si on fait une analogie. Okay. L'arpenteur est au notaire, ce que le technicien de laboratoire est au chirurgien ou au médecin. Très bien, c'est bien dit. Bon, M. Alphonse, il y a dans la pratique une situation où des gens peuvent devenir propriétaires par le fait d'avoir une possession continue. Oui. Donc, comment ça se fait dans la pratique et ceci est source de conflits généralement? Bon, la législation haïtienne prévoit ça. C'est ce qu'on appelle le droit de propriété par usucapion, qui vient de... C'est l'usus capere, qui est la propriété par l'usage. La législation haïtienne prévoit effectivement que l'on peut devenir propriétaire par le fait des obligations, mais aussi par le fait de la possession, qui, quand elle obéit à un certain nombre de conditions, peuvent amener à la reconnaissance d'un droit à accéder au droit de propriété. Okay? Mais par exemple, alors, permettez avant que je vous dise que le droit de propriété en Haïti s'établit par une suite de ce que j'appelle des accaparements légitimes. Okay. Paul est propriétaire parce qu'il a acheté de Bernard, qui était lui-même propriétaire parce qu'il avait acheté de Jean-Baptiste, qui lui-même avait acheté d'André. Et on doit faire remonter cette chaîne sur 20 ans minimum. Okay? Le délai de la prescription est de 20 ans. Quand on n'a pas de titre du tout. Quelqu'un qui s'accapare d'un bien immobilier illégitimement, c'est-à-dire en sachant pertinemment qu'il ne l'a pas acheté, qu'on ne le lui a pas donné, mais qu'il a simplement pris sous son contrôle, si sa possession réunit certaines conditions exigées par la législation, il faut que ça soit une possession paisible, publique, continue, non interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire. Quand il réunit ces conditions et que le détenteur du titre vient revendiquer son droit, il peut opposer cette possession acquisitive, cette prescription acquisitive au propriétaire réclamant le bien, au propriétaire détenteur du titre réclamant le bien. Ça va donner lieu à une instance judiciaire et c'est le juge qui va décider si on va reconnaître à ce possesseur l'usucapion ou pas. Donc, M. Alphonse, c'est extrêmement important. Ça veut dire que quelqu'un qui prend possession d'une propriété peut devenir propriétaire après 20 ans d'occupation. Mais qu'arrive-t-il pratiquement si le propriétaire est absent pour quel motif que ce soit, il a un titre, comment peut-il entrer en possession de son bien? Alors, le détenteur du titre, il s'adresse au tribunal. Il s'adresse au tribunal il introduit une instance contre le possesseur, il développe ses moyens et le possesseur peut lui aussi développer les siens. Maintenant, le tribunal tranchera. Donc, c'est un conseil à donner aux gens, il faut qu'on ait propriétaire, visiter les lieux. Le droit de propriété n'est pas qu'un privilège. Le droit de propriété vient aussi avec des devoirs. Il y a une responsabilité civile à être propriétaire d'un bien.
vous avez l'obligation de contrôler votre bien. D'ailleurs, le droit de propriété est à 3 composantes. Il y a le droit d'usage, le droit de percevoir les fruits et le droit de disposer. Donc, la propriété impose le contrôle. Donc, quelqu'un qui ne contrôle pas son bien, quelqu'un qui n'est pas en possession de son bien, s'expose à être dépossédé. Mais alors, un gardien peut-il devenir propriétaire si le propriétaire, en principe, n'est pas présent sur les lieux? Non. La chose, c'est qu'il faut établir, il faut avoir pris possession à titre de propriétaire. Quand on prend possession à titre de gardien, quand on prend possession à titre de locataire, on ne peut pas prétendre à avoir pris possession à titre de propriétaire. Donc, on ne remplit pas les conditions pour être éligible à l'usurpation. Alors, M. Alphonse, on va parler d'évolution successorale, de donation, de transactions à titre onéreux. Mais alors, est-ce que dans la pratique, on peut faire une donation à un prix dérisoire? Une donation à un prix dérisoire? Non. La donation est incompatible avec le prix. Oui, c'est vrai. Ok, merci. C'est une libéralité et... À une valeur dérisoire? Non, il n'y a pas de valeur du tout. Du tout. C'est une libéralité, c'est une acquisition à titre... ce n'est pas une transaction onéreuse. Très bien. Il n'y a pas de paiement. Très bien. Même pas un centime. Donc, la donation est une libéralité, on donne sans rien exiger en retour. Voilà. Alors, j'ai une question. Puisque vous avez dit que, en cette matière-là, l'État intervient. Alors, lorsqu'il y a donation, est-ce que l'État perçoit quelque chose? Absolument. Absolument. Parce que l'absence de paiement n'implique pas l'absence de transmission de valeur. Très bien. Parce que ce qui se passe, c'est que la personne qui donne fait une donation, fait une libéralité. Mais la personne qui reçoit enrichit son patrimoine. Très bien. Donc, elle est sujette à des redevances fiscales. De même que l'héritier qui reçoit par dévolution successorale doit payer la taxe d'héritage que l'on appelle couramment les droits de mutation, le bénéficiaire d'une libéralité, lui aussi, il est assujetti à ces taxes. Très bien. Donc, le bien donné doit quand même être évalué. Parce que cette transmission de richesse produit a des effets fiscaux. Très bien. Merci de la précision. Ainsi, on prend une pause, on vous revient. Très bien. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 370e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, Okpa Magazine. Émission qui a pour titre L'immobilier en Haïti, quels enjeux? Notre invité, Maître Leslie Alphonse. Au cours de la première partie de l'émission, Maître Alphonse a expliqué comment on devient notaire. Il a mis en phase sur 2 éléments essentiels, les valeurs acquises et les valeurs idées. Donc, ça vous permet de comprendre le rôle important du notaire. Je dirais, c'est un compositeur amiable, un conseiller, c'est une référence, c'est un notable. Alors, il a aussi fait état de sa responsabilité en tant que notaire dans une transaction ou bien dans une transmission
Par exemple, en matière d'évolution successorale, le notaire a une responsabilité aussi pour éclairer les parties. En matière de cession à titre onéreux, c'est-à-dire de vente, bien, d'échange de biens, le notaire aussi intervient de manière à éclairer les parties. Il n'est pas là pour, en principe, être du côté de l'acheteur ou du vendeur, il est le juge, il est l'arbitre. Et en matière de donation, eh bien, il y a un élément important, mais lorsqu'il y a donation, il y a une valeur de référence, une valeur de base, parce que la partie qui est impliquée, à savoir l'État aussi, et l'État veille à ta taxation, et la partie qui reçoit également reçoit une certaine valeur qui enrichit son patrimoine. Donc, c'est pour montrer que lorsqu'on parle de l'immobilier, lorsqu'on parle du notaire, eh bien, on parle d'un domaine qui doit intéresser tout le monde. Donc, au cours de la seconde partie, nous allons voir avec M. Alphonse les droits des créanciers lorsque pratiquement on détient, on est propriétaire d'un bien et qu'on veut donner ce bien en garantie. Donc, M. Alphonse veut nous expliquer ce processus, à savoir, on est propriétaire d'un bien, on donne ce bien en garantie. Bon, c'est un processus assez simple. Le principe juridique de base, c'est que le patrimoine de quelqu'un sert de garantie aux obligations auxquelles il souscrit. Très bien. Et on va passer rapidement sur... Donc là maintenant, on arrive à la question de sûreté. C'est ça, la sûreté. Alors que je viens d'évoquer un principe général, le patrimoine de quelqu'un sert de garantie aux obligations auxquelles il souscrit. Cela peut arriver, là on parle du général, mais cela peut arriver qu'un propriétaire affecte en garantie d'une créance déterminée un bien déterminé. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypothèque. Okay. L'hypothèque, c'est une sûreté qui est placée le bien est donné en garantie des engagements que le constituant de l'hypothèque donne à son créancier, qu'il va remplir ses obligations, faute de quoi ce bien-là sera mis à profit pour garantir l'extinction de la dette. Maintenant, quelles sont les conditions pour pouvoir aller dans cette transaction-là? D'abord, il faut que le constituant soit le propriétaire de l'immeuble qu'il donne en garantie. Parce que l'hypothèque, de par son essence, peut déboucher à l'aliénation du bien, à la vente du bien. Donc, celui qui constitue l'hypothèque doit en premier lieu avoir la capacité de vendre cet immeuble-là. Il doit avoir la capacité de vendre parce qu'il réunit les trois composantes du droit de propriété sur cet immeuble, savoir le droit de l'aliénation, l'abusus, l'usus et le fructus. Maintenant, il peut y avoir, en plus de l'hypothèque, parce que jusqu'à présent, nous avons parlé de l'hypothèque. Tout à fait. Le bien est inscrit, alors ça donne lieu à un contrat que l'on appelle l'obligation hypothécaire, qui va être soumis à l'enregistrement. Ça va donner lieu à l'émission de bordereau de créance. Et il y a une inscription qui va être prise au niveau de la conservation foncière et des hypothèques sur le bien. Et le principe de base, c'est que cette inscription va garantir au créancier que ce bien-là, en quelque main qu'il puisse être, servira de garantie à la créance dont il dispose. Et puisque nous parlons d'inscription, nous parlerons de rang. Sur un bien déterminé, le premier créancier à inscrire son hypothèque aura le premier rang. Le second aura le deuxième rang, ainsi de suite. De sorte que quand il arrivera qu'on disposera en fait de ce bien pour solder les différentes créances, le créancier en premier rang sera désintéressé en premier. D'accord. Donc, ça c'est ce point. Maintenant,
nous parlons de l'inscription, mais nous ne parlons toujours pas de la manière de réaliser cette hypothèque. Si le contrat devait s'arrêter là, cela devrait donner lieu à, pour réaliser l'hypothèque, à la longue et périlleuse procédure de la saisie immobilière. Tout à fait. D'accord. Pour pallier à cela, il existe une autre possibilité. C'est ce qu'on appelle la voie parée. C'est quoi? La voie parée, c'est une loi qui est inscrite dans le Code de procédure civile qui permet aux débiteurs d'autoriser dans l'obligation hypothécaire son créancier à faire vendre l'immeuble au plus offrant et dernier renchérisseur sans passer par la procédure de la saisie immobilière. Donc, on appelle ça la voie parée, c'est-à-dire que la voie de réalisation est déjà parée, est déjà préparée. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Je dirais même, on pourrait même assimiler cette disposition à une procuration, à un pouvoir donné par le propriétaire au créancier de vendre le bien lorsque les conditions sont réunies, savoir le non-respect des clauses du contrat hypothécaire, de vendre donc, de mettre le bien en vente, de le faire vendre, de se payer d'abord et de restituer l'éventuel reliquat au propriétaire. Très bien. Là, alors, il y a une procédure particulière, et dans les journaux, on voit souvent vente aux enchères. Oui. Et les notaires interviennent dans ces opérations-là. Mais comment ça se fait concrètement? Concrètement, disons que notre cher ami Paul, qui va à un établissement, qui contracte une créance hypothécaire, okay, qui va emprunter de l'argent, soit pour construire une maison, soit pour s'occuper de ses affaires personnelles, auprès d'un créancier. Le créancier et notre cher ami Paul se présentent donc chez le notaire et établissent entre eux un contrat hypothécaire où il est mentionné avec beaucoup de précision la créance, la somme de temps, parce que le montant de la créance doit être déterminé ou déterminable. Donc, une fois ce montant déterminé ou déterminable, la créance est établie et les conditions de remboursement sont mentionnées dans le contrat. Le débiteur introduit dans le contrat la possibilité, la notion de la clause de voie parée. Maintenant, lorsque le prêt arrive à échéance, le créancier doit faire commandement au débiteur d'honorer son obligation, ses engagements. Et dans le délai le débiteur a un délai de 30 jours pour honorer. Et à partir de ce délai franc de 30 jours, le créancier peut mettre le bien, peut lancer la procédure de vente. La procédure est très simple. Une affiche, un placard à poser en certains endroits bien précis qu'on ne va pas énumérer. Bon, bref, en substance, à la porte principale de l'immeuble, à la porte principale de la municipalité de laquelle dépend l'immeuble, à la porte principale du tribunal de paix, etc. Un exemplaire de ces placards est publié dans un quotidien de la place, s'il y en a. Un cahier des charges est dressé et déposé en l'étude du notaire à l'intention des gens qui voudraient venir le consulter. Et au jour fixé, la vente a lieu, bien sûr en respectant les délais de procédure, les délais. Bon. Et la vente a lieu sur la mise à prix du montant de la créance initiale. Parce qu'il se peut que le débiteur ait fait des versements et se soit arrêté de payer en août. D'accord? Donc, on ne va pas faire la mise à prix sur le montant de la dette actuelle, mais sur le montant initial de la dette. Sur le montant initial de la dette, de manière que le produit de cette vente puisse servir au paiement de la balance due, des intérêts, des frais de justice, etc., des frais d'avocat, etc.
Et au jour fixé, les enchères auront lieu en l'étude du notaire désigné. Mais Alphonse, qu'est-ce qui peut provoquer, je dirais, l'arrêt d'une procédure pareille? Est-ce que le débiteur défaillant peut, le jour même, se présenter et dire « j'honore mes obligations ». Ça peut se faire? Absolument, oui. S'il se présente, bon, évidemment, il y a un moment pour le faire. Une fois que les enchères sont lancées et que les enchères commencent à tomber, il est trop tard. Mais jusqu'à la dernière seconde avant l'ouverture des enchères, il peut se manifester. À ce moment-là, il demande au créancier de surseoir parce qu'il est venu payer. Mais à l'inverse, est-ce que le débiteur défaillant peut aussi être acquéreur de son propre bien? Bon, quel intérêt est-il? Je ne crois pas que la loi l'en empêche, mais je ne vois pas l'intérêt. Parce que s'il est en mesure d'acheter, il est certainement en mesure de payer sa dette. Très bien. Et gare à lui, s'il se présente comme adjudicataire sans en avoir les moyens. Parce qu'il court le risque maintenant d'être poursuivi en folle enchère. Très bien. Alors, j'ai une question. Alors, est-ce que le bien est mis à vente en référence à la dette ou bien par rapport à sa valeur actuelle? En référence à la dette. La mise à prix, c'est le montant initial de la dette. Maintenant, si le bien a une grande valeur, les enchérisseurs se bousculeront au portillon. Et j'ai eu à vivre des cas pareils où, par le jeu des émotions humaines entre enchérisseurs, la maison, le bien peut se vendre à 5-6 fois sa valeur. Vous savez, quand l'orgueil s'y met, des fois les gens font des choses irréfléchies. Trop d'émotions. Oui. Mais Alphonse, aujourd'hui, nous assistons aussi à beaucoup de conflits terriens. Alors, comment les notaires, je vais dire ce sont des conseillers, comment les notaires peuvent-ils œuvrer pour éviter ces conflits-là? Bon, d'abord en fournissant un travail de qualité. C'est la première responsabilité que nous avons, c'est de faire correctement notre travail. Mais maintenant, le système a quand même quelques failles. Ce n'est un secret pour personne, nous vivons dans un pays où toutes les choses ne sont pas nécessairement à leur place et ne fonctionnent pas correctement. Par exemple, je dis toujours autour de moi, et lorsque je pratique, je donne des cours, parce qu'il m'arrive de partager mes connaissances avec des confrères, et je dis toujours que le notariat repose, et la transaction immobilière, la solidité de la transaction immobilière repose sur une triple certitude, une trinité de certitudes. C'est la certitude au niveau de la personne, la certitude au niveau des biens et la certitude au niveau des droits liant cette personne au bien. Très bien. Certitude au niveau des personnes, dans quel état est notre état civil? Tous les citoyens haïtiens sont-ils correctement identifiés? Les relations entre les ascendants et les descendants, les relations entre les collatéraux sont-elles traçables? Et nous avons parlé de dévolution successorale tout à l'heure. Donc, c'est un point extrêmement important de pouvoir établir qui est le fils de qui dépend qui, et qui dépend de qui. Qui descend de qui. Donc, nous avons un problème d'identification des personnes. Jusqu'à récemment, il était possible d'obtenir des documents d'identité fantaisistes. Il est vrai que les choses s'améliorent. Mais tout ceci n'est pas encore totalement disponible à tous les citoyens haïtiens. Donc, problème d'identification des personnes. Deuxième problème d'identification
des biens. Nous n'avons toujours pas en place un système de cadastre performant qui nous permette d'identifier sans coup férir un bien. Alors, M. Alphonse, il y a l'office du cadastre, par contre. Il y a l'office du cadastre qui a essayé de faire le travail, mais malheureusement, il faut dire qu'ils n'en ont pas eu tout à fait les moyens de leur politique. Et il y a eu aussi un petit problème au niveau de la conception de ce cadastre-là, qui avait été amené par la coopération haïtiano-allemande. Le système foncier allemand est diamétralement différent de notre système foncier à nous. Donc, il y a des dispositions dans la loi du cadastre qui ne sont pas tout à fait applicables en Haïti. Donc, le cadastre n'est toujours pas fait. Donc, et pas seulement le cadastre, nous avons des problèmes quant à la division administrative, quant aux divisions administratives. Hier encore, je travaillais sur un cas. Le procès-verbal d'arpentage situe le bien dans la commune de Pétionville. Le titre de propriété situe le bien dans la commune de Kinskov. Je connais des cas où des biens sont des propriétaires de maisons se voient poursuivis par telle municipalité pour l'impôt locatif qu'on appelle la contribution foncière des propriétés bâties, à la fois par la commune A et par la commune B. Donc, les limites ne sont pas tout à fait bien déterminées, les habitations ne sont pas tout à fait bien distinctes l'une de l'autre, donc cela pose des problèmes. On a des problèmes quant à l'identification des biens. Vous savez que le meilleur procès-verbal d'arpentage à l'heure actuelle ne peut permettre à un arpenteur qui ne connaît pas physiquement et personnellement le bien d'aller tout seul identifier ce bien. Cela sera possible quand nous aurons adopté, quand nous aurons intégré dans notre système un cadastre en bonne et due forme et surtout le système de positionnement géographique, le système satellite, le GPS. Mais nous n'en sommes pas encore à ce stade. Donc, de sorte que l'arpenteur qui se présente sur un terrain doit y être amené par ses requérants. Donc, les erreurs peuvent se glisser là-dedans. Maintenant, M. Alphonse, comment peut-on arrêter l'hémorragie de conflits terriens en Haïti? Bon, en identifiant les problèmes et en y apportant des solutions. Parce que, en même temps que nous avons des institutions, nous n'avons pas des moyens technologiques, nous n'avons pas un cadastre et opérationnel et performant, en même temps que nous n'avons pas des procès-verbaux, de systèmes de satellites, de systèmes de GPS pour identifier les terrains. Nous n'avons pas encore ça dans notre législation, nous y travaillons. Mais si les institutions qui existent déjà faisaient correctement leur travail, ça réduirait déjà de beaucoup les conflits terriens. Ou ça apporterait des issues à ces conflits-là. Alors là, Alphonse, est-ce que l'association des notaires ne pourrait pas jouer un rôle, je dirais, déterminant à ce niveau-là? Bon, nous essayons, nous sommes conscients de ça. Le syndicat des notaires des juridictions d'Haïti, auquel j'appartiens et dont je suis le vice-président, nous sommes très mobilisés là-dessus et nous travaillons d'arrache-pied depuis quand même pas mal d'années pour augmenter, pour améliorer le niveau de la performance notariale et pour attirer l'attention de nos partenaires institutionnels sur les problèmes du foncier haïtien. Mais ça ne suffit pas. Alors, ceux qui nous regardent là maintenant, ils seraient intéressés à avoir quelques conseils. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous diriez alors à quelqu'un qui voulait acheter une propriété? De s'assurer de faire appel à un notaire compétent, à un notaire qui va étudier son dossier, qui va étudier le dossier les titres de la propriété, qui va rechercher cette triple
cette trinité de certitude avant de lui permettre, avant de l'autoriser à verser les fonds. Alors ça, c'est bien dit, on dit notaire compétent, mais le commun des mortels ne sait pas. Il voit notaire. Comment peut-il pratiquement savoir que c'est un notaire compétent? Bon, il va se baser sur la réputation du notaire, mais de toute façon, il faut qu'il s'adresse à un notaire, parce que le notaire, bon, je dois m'excuser auprès de mes confrères, le notaire qui est notaire, il est réputé compétent. Il est supposé être compétent et on doit lui faire ce crédit. Mais pour être pratique et sans vouloir faire dans le politiquement correct, il faut qu'il se renseigne de la même manière qu'on se renseigne avant d'aller voir un médecin, de la même manière qu'on se renseigne avant d'aller voir un ingénieur ou un comptable. Très bien. Alors, M. Alphonse, il y a une question qui revient toujours à l'ordre du jour, c'est qu'on achète une propriété et on traîne pour faire enregistrer la transaction. Quels sont les risques? C'est une très mauvaise idée. Parce que le principe numéro 1, c'est que ce n'est que par le biais de l'enregistrement de la publicité foncière que le titre peut être opposable au tiers. Et le principe sacré, c'est que entre deux titres concurrents et de même teneur, de même niveau de qualité, le premier transcrit l'emporte. Ça fait une grande différence. Hein? Ah. Donc, d'ailleurs, le législateur fiscal a prévu des pénalités assez sérieuses, double droit, contre les retardataires. Donc, il est conseillé à tous les acquéreurs, à tous ceux qui achètent une propriété immobilière, de faire enregistrer la transaction, de faire publier la transaction dans le meilleur délai. Ainsi prend fin la 370e édition de votre émission de Madère sur Radio Télé-Guinée ou Magazine. Émission qui a eu pour thème l'immobilier en Haïti, quels enjeux? Notre invité, M. Lissi Alphonse, vous a amplement renseigné. Nous disons un grand merci de la disponibilité et à vous, nous disons à bientôt. Prenez en compte ces sages conseils. Le notaire, encore une fois, est un conseiller, c'est un compositeur amiable. Merci, M. Alphonse, et à bientôt. À bientôt.